Bonsoir pour les plus courageux de l'école. Donc, je suis très honorée de vous présenter cette soir Marine Dominizac. Et normalement, là, ma langue fourche un peu. J'ai réussi. Depuis que je la connais, je heurte toujours sur le ZZ. Et donc, Marine a un parcours très spécifique dans ses études. Elle a commencé par le design, où elle a fait des travaux sur des prothèses qui sont aboutis même avec des recherches assez complexes. Et en fin de compte, elle a fini son DNSEP en option bijoux à Strasbourg. Et depuis ce temps-là, elle s'intéresse beaucoup à des questions de la beauté, de la parure qu'elle développe à travers des médiums très variés. Et c'est pour ça, je pense que c'est extrêmement intéressant pour une école d'art de voir comment on peut se poser la question de la parure, de l'ornement corporel et du bijou à travers différents médiums. Et ce n'est pas moi qui parle, mais c'est plutôt elle qui vous montre, explique et fait parcourir un parcours que je trouve personnellement extrêmement intéressant. Merci Monica pour l'invitation. Merci à l'école, aux Beaux-Arts de Limoges aussi de m'avoir invité. Merci pour les belles affiches que j'ai eu plaisir de voir en rentrant dans l'école tout à l'heure et avec laquelle je vais repartir, heureusement. Je suis très contente. Merci Monica aussi. Donc, je m'appelle Marine Dominizac. Je suis plasticienne avec un parcours, voilà, comme l'a présenté Monica, un peu qui se recoupe de temps à autre et qui a commencé par les arts appliqués et notamment du design de produits. Donc j'ai fait des études dans le design de produits, un BTS suivi d'un DSA que j'ai fait à Nancy puis à Nevers, le DSA. Donc c'est un parcours qui m'a amené à questionner à la fin de mes études le corps, l'apparence et notamment les apparences altérées, ce qui m'a amené, comme le disait tout à l'heure Monica, à questionner des prothèses mais aussi des orthèses, tout ce qui est appareillage qui va venir accessoiriser le corps pour soit améliorer une fonction, soit la suppléer, soit la remplacer, dans le cas d'ablation par exemple ou d'amputation. Donc ça c'est un travail qui m'a ensuite amené à intégrer les arts décoratifs de Strasbourg qui sont aujourd'hui la HIR, la Haute École des Arts du Rhin. Voilà une école que j'ai intégrée en 3e année, dont je suis sortie en 2013 avec un DNSEP du département objets et de l'atelier bijoux contemporain. Donc mes enseignantes étaient Sophie Nagart et Florence Lehmann et Monica Brugger aussi pour la théorie. Voilà, donc notre rencontre s'est faite aux Arts décoratifs de Strasbourg. Après ces études, je suis pas partie, je me suis installée dans un atelier de la ville de Strasbourg dans lequel je suis toujours à l'heure actuelle et dans lequel je travaille presque quotidiennement, parce que je donne encore quelques cours à Nancy de design de produits dans l'école où j'ai fait mes études depuis cette année. Voilà, donc le travail que je vous présente aujourd'hui, la conférence, je l'ai nommée Parure subversive, des dictates de la beauté à l'abandon de l'identité. C'est un titre qui va annoncer un peu la dernière partie de mon travail, qui est encore un travail en cours en fait, que j'ai commencé en 2015 en Corée du Sud et que j'ai initié lors d'une résidence d'artistes que j'ai faite avec le CEAC, qui est un centre d'art de Strasbourg, et le MMCA, le musée d'art moderne et contemporain de Séoul. Donc voilà, j'ai passé 3 mois en Corée du Sud. Pendant ces 3 mois, je me suis interrogée sur le culte du corps en Corée et notamment la chirurgie esthétique faciale, qui est un vrai phénomène de société dans ce pays. Voilà, donc pour commencer, je vais la faire de manière un petit peu, je trouve plus mon nom, de manière chronologique. Voilà, donc je commence par vous présenter le travail qui a
qui m'a amenée à questionner la parure. Donc en 2010, je passais mon diplôme supérieur d'art appliqué et j'avais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, commencé à travailler sur les altérations de l'apparence. Donc j'ai commencé à me renseigner sur ce qu'était le stigmate, la stigmatisation, et je me suis assez rapidement dirigée vers des appareillages du type orthèse, prothèse, hein, qui viennent aider le corps, mais qui viennent aussi transformer son apparence et donner une image différente de son image naturelle. Donc ces premières recherches, je les ai aussi... je me suis un petit peu aidée d'un théoricien qui s'appelle Erving Goffman, qui a écrit un livre qui s'appelle Stigmate, les usages sociaux du handicap. Et donc dans son livre, Erving Goffman parle de la stigmatisation et du processus de socialisation qui va amener chaque individu qui a un attribut qu'on peut qualifier de stigmatisant à l'accepter au fur et à mesure de ce qu'il appelle processus de socialisation, en passant par le refus total de l'attribut stigmatisant jusqu'à l'utilisation de faux semblants et jusqu'à plutôt la divulgation volontaire, voire le militantisme. Donc en somme, comment accepter son attribut stigmatisant. Je me suis intéressée à ce travail parce qu'il y avait différentes étapes décrites à travers sa théorie qui m'ont aidée à me focaliser sur différents objets existants qui venaient déjà suppléer une fonction d'un membre ou la remplacer, ou des situations, des cas concrets que j'ai pu rencontrer, notamment lors de travaux que j'ai fait de recherche dans des centres de réadaptation fonctionnelle. Donc la première, ça c'était une petite étude d'objets existants. Donc la première image là que je vous montre, c'est une des premières fois où je suis allée dans un centre de réadaptation fonctionnelle, dans l'atelier de prothèse, c'était à Bourbon-Lancy en Bourgogne. Et donc, directement, j'ai été frappée par le côté très dérangeant de ces faux membres qui étaient en train d'être faits pour des patients qui allaient recevoir une prothèse, puisqu'on leur avait, on leur avait amputé un membre. Donc, je me suis très rapidement dirigée vers une volonté de casser cette volonté de vouloir mimer le réel, de vouloir reproduire des fausses jambes avec la matière, les couleurs, le toucher. Et je me suis rapidement dirigée vers un sculpteur qui s'appelle Jacques Monestier, qui a fait cette main qui s'appelle la main Monestier-Lescure, donc qu'il a fait en collaboration avec le professeur Lescure, et qui est une main... je vous ai dit Jacques Monestier, oui, c'est un sculpteur d'automates, hein, donc qui vient du Puy-en-Velay, qui a 77 ans, je viens de vérifier s'il était toujours en vie, parce que je parle de lui ce soir. Et donc il a été assez déclencheur dans mon travail, parce qu'il a utilisé le terme de curiosité saine, et c'est un terme qui a été très fort pour moi, parce que c'est quelque chose qui a dirigé toute ma recherche sur ces objets que je vais vous présenter maintenant. Donc j'ai souhaité faire des objets de curiosité saine, donc qui viendraient par l'appel du regard, susciter une curiosité chez le regardeur. Donc c'est une main qui est totalement articulée, hein, je ne l'ai pas précisé, mais qui a été faite entre 1970 et 2003. Donc, le premier travail, c'est une recherche sur un collier cervical. Donc j'ai cherché à remplacer le collier cervical de type C1, qui est le collier classique qu'on porte dans n'importe quel type de cas de cervicalgie. Donc je me suis évidemment appuyée de l'expertise de kinésithérapeute, d'ergothérapeute et de prothésiste, hein, d'orthoprothésiste plutôt. Donc j'ai très rapidement déterminé les différentes zones d'appui nécessaires pour venir soutenir le port de la tête. Et j'ai commencé à travailler sur un système filaire comme ça qui viendrait soutenir les mandibules, s'appuyer sur les clavicules et tenir les cervicales
à 2 points différents. Donc il y avait 2 modèles à l'origine, comme ça. Donc ça, c'est un travail de décryptage de zones, de points de repère qui m'ont servi à modéliser mon collier à partir d'une première maquette qui avait été réalisée. Donc voilà une modélisation du premier collier que je proposais en 3 tailles, comme les colliers qui existaient dans le commerce. Donc là, je me positionnais vraiment comme un designer dans ce travail de produit. Donc voilà les 3 prototypes réalisés en frittage de poudre. Donc ça date de 2010, ces premières pièces. Donc là, un petit schéma très rapide pour rappeler les différentes zones d'appui de ce collier sur le corps. Donc il se trouve qu'il avait en plus une fonction de rappel à l'ordre qui était intéressante par rapport au collier qui existait. Donc un effet ressort qui permettait de rappeler au porteur la bonne posture à prendre pour pas qu'il se blesse et pour qu'il guérisse rapidement. Donc ça, c'est une évolution du collier qui date de 2012, je crois, 11 ou 12, donc où on a intégré une poutre à l'arrière en élastomère qui permettait d'avoir un effet charnière et d'ouvrir plus rapidement le collier. Donc je dis on, c'était en fait moi et un bureau d'études qui s'appelle Noval, qui est situé en Lorraine. On travaillait ensemble avec le soutien de Oseo Anvar à l'époque, donc j'avais reçu une bourse pour financer ce projet à la fin de mes études. Et c'est un projet qui est toujours à l'état de recherche parce que je n'ai pas continué à le développer. Parce qu'après avoir fait tout ça, je suis allée aux arts décoratifs et mon regard s'est porté sur d'autres... voilà, j'ai eu d'autres préoccupations. Voilà, ça c'est un travail sur les attelles de doigts où j'ai cherché à reproduire simplement la mécanique de l'objet de la même manière que je l'avais fait dans le collier cervical en travaillant à partir d'une ligne qui va venir appuyer les différentes zones nécessaires pour le maintien ou alors la flexion obtenue par certaines attelles. Donc c'était des attelles soit d'immobilisation, soit de flexion. Donc je proposais cette ligne. Donc ça, c'est des objets que j'ai fait quand même à l'école des arts décoratifs, un peu plus tard, quand j'ai commencé à travailler le métal. Donc toujours sur ce même principe linéaire. Donc ensuite, là, c'est un autre travail sur des prothèses capillaires. J'ai rencontré des personnes par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle les Amazones s'exposent, qui étaient victimes d'un cancer du sein souvent, et donc des personnes qui avaient à faire de la chimiothérapie et qui perdaient leurs cheveux et à qui on proposait de porter une perruque. Et je suis tombée, en cherchant des personnes qui interviewaient, sur une dame qui était très, très intéressante parce qu'elle était médecin elle-même, hein, et qui me disait que porter une perruque pour elle, c'était vraiment changer d'identité. Donc j'ai voulu travailler sur ce témoignage, hein, qui ne se résume pas qu'à cette simple phrase évidemment. Et donc j'ai proposé une nouvelle série de couvre-chefs qui sont des alternatives à la prothèse capillaire, hein, qui sont des chapeaux qui reprennent la coupe de cheveux et le méchage. Donc ça, c'est des prototypes en suédine. Donc ça, c'est un autre travail toujours dans la même série de propositions, de scénarios d'usage liés à des sous-vêtements qui pourraient être portés par des personnes qui auraient eu une ablation du sein et qui devraient porter des prothèses amovibles. Donc l'idée, c'était de faire des allers-retours. Tout à l'heure, je vous parlais des différents stades d'acceptation de la différence. Par exemple, avec la perruque, là, on était clairement dans le militantisme. Avec le collier cervical, c'était plutôt de la discrétion. Là, l'idée, c'est de faire des allers-retours, de pouvoir permettre à l'utilisatrice de cacher, tout comme de dévoiler son attribut, et notamment dans des contextes intimes.
Donc c'est des simples propositions. Donc il y a eu quelques objets de réaliser, mais qui sont pas, que je ne vous montre pas. Donc voilà l'idée d'asymétrie qui revient dans chacune des propositions et de prothèse qui est toujours très visible, colorée. Donc avec là, voilà, un système d'effeuillage par exemple, où on vient se libérer au fur et à mesure de son attribut stigmatisant. Voilà, et puis pour terminer, ça c'est une série d'objets plutôt manifestes que j'ai réalisés en discutant avec des amputés, notamment dans ce centre de réadaptation fonctionnelle. Un matin, il y en a un qui m'a dit, mais en fait, moi ça m'embête vraiment d'avoir mon pantalon qui pend derrière ma jambe parce que ma prothèse, je ne l'ai pas tout le temps et quand je suis en fauteuil, c'est pas très agréable. Et donc du coup, voilà, donc, on a discuté de ce projet de vêtements amputés. Et voilà, donc j'ai réalisé 3 propositions qui sont des objets plutôt manifestes et que je montre en visuel plus qu'en objet. Voilà, ensuite, je voulais vous montrer quelques pièces qui sont issues de mes études aux arts décoratifs de Strasbourg et que je continue encore à l'heure actuelle. Donc là, je change un petit peu de registre. C'est des objets qui sont... Enfin, c'est des bijoux. C'est une série qui s'appelle Allium Porum. Donc là, c'est un bracelet manchette. Et donc, qui sont des pièces qui ont un principe de fonctionnement qui est issu, en fait, de la recherche sur le motif de croissance du poireau. Il n'y a pas du tout de lien entre les personnes handicapées et les légumes. Simplement, j'ai fait un glissement implicite. Je ne sais pas de quelle manière j'en suis arrivée là, mais c'est tombé chronologiquement à cette période. J'ai cherché à reproduire à un moment ce végétal que vous verrez plus loin, parce que là, je ne l'ai pas mis tout de suite. Et donc, en sont sorties cette série ces pièces. Donc là, il y a le bracelet et 3 types de bagues. Donc, c'est des bracelets manchettes. Il y en a 2 en principe, à différentes feuilles, et donc ils viennent s'imbriquer les uns dans les autres. Et donc ces pièces sont réalisées à l'aide de plaques que je viens laminer progressivement avec un laminoir, qui est un outil qui est lié certainement dans l'atelier de bijoux. Non ? Oui. Donc voilà, qui vient réduire progressivement l'épaisseur de la plaque. Et donc je laisse volontairement les stries des plaques, des différentes étapes sur la surface du métal, qui rappellent en fait l'origine de l'inspiration. Et donc les pièces viennent s'imbriquer les unes dans les autres. Donc cette pièce, notamment le bracelet, questionne aussi un peu quelque part le geste de venir se faire aider par quelqu'un pour venir mettre un bracelet ou un bijou sur le corps. Donc l'aide d'une tierce personne. Donc il nécessite 2 mains supplémentaires. Voilà la série en cuivre, un peu plus récente, et la dernière en argent. Et donc les tranches sont totalement polies et le reste de la pièce est très brut. Je regarde juste le temps. Alors donc là, c'est les pièces dont je vous parlais, voilà, les premières inspirations où je travaillais sur vraiment la reproduction entière du végétal qui ont amené à décliner toute cette série. Ça, c'est un travail un peu plus anecdotique que j'ai fait en 2011. Voilà, c'était à Pforzheim pendant un workshop dans lequel Pforzheim, c'est une ville en Allemagne, tout près de Strasbourg, dans laquelle enseigne Andy Guth, qui est un bijoutier contemporain, qui a animé ce workshop. Et donc, la thématique était de travailler avec un arbre centenaire. Et donc l'idée c'était de porter 100 ans en fait. On a travaillé par groupe. Pardon. Et donc ça c'est une des premières propositions que j'ai faites de préhension dans cette tranche de bois. Donc on a été d'abord tous ensemble dans la forêt, dans cette scierie, pour récupérer cet arbre qu'on a fait débiter en sections choisies en fonction des besoins de chaque groupe. Et donc j'ai réalisé cette pièce à partir de tranches. J'avais travaillé avec des tranches assez fines. Voilà une mise en situation. Il y a eu Scollier qui est sorti de cette partie, voilà, ce workshop qui s'est centré naturellement.
et les cintres qui, coupés dans les extrémités de la tranche, avaient naturellement le galbe du cintre et se sont cintrés naturellement pour donner la fonction du cintre industriel. Ça, c'est un travail que j'ai réalisé un petit peu plus tard, toujours quand j'étais étudiante, qui est un projet sur... c'était une exposition sur le risque, en fait, c'était une demande au FRAC Alsace, avec un groupe de personnes, enfin d'artistes, de jeunes artistes. Et donc, je me suis questionnée sur les troubles musculo-squelettiques et les gestes au travail qui étaient liés qui amenaient des pathologies qui étaient risquées pour le corps humain. Et donc j'ai choisi 3 gestes qui étaient dits risqués par le Code de la santé au travail, qui étaient donc appuyer avec la base de la main, tourner la main pour visser, pincer entre le pouce et l'index. Et donc j'ai travaillé à partir de blocs d'argile que j'ai recyclés moi-même d'abord pendant de longues heures. Et donc j'ai effectué à peu près 300 fois sur chacun de ces blocs ce geste pour créer ces volumes donc, et sculpter la matière. C'est un travail illustratif de ces 3 gestes qui étaient symboliques et qui entraient dans cette thématique du risque. C'est un autre travail toujours lié finalement au corps, encore une fois, mais au corps qui s'oublie et au corps à l'être humain qui va être atteint notamment de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un travail que j'ai réalisé en unité Alzheimer dans une maison de retraite, dans un EHPAD. Et donc j'ai travaillé pendant 1 mois dans ce lieu en venant à l'origine avec une envie de travailler sur les souvenirs du geste et notamment les souvenirs du geste au travail. Donc j'ai effectué un certain nombre de témoignages avec les résidents du lieu concernant leurs souvenirs de gestes liés à leur période d'activité professionnelle. Un travail qui était très intéressant, qui est plutôt diffusé de manière sonore quand je le montre. Et j'ai effectué aussi un certain nombre d'ateliers qu'on a appelés réminiscence avec une ergothérapeute et une psychologue sur les gestes et les objets notamment et les souvenirs d'utilisation de ces objets qu'ils pouvaient en avoir, que les résidents pouvaient en avoir. Donc à l'issue de ce travail qui a duré, voilà, comme je vous dis, à peu près 1 mois, j'ai souhaité faire une vidéo avec en plan fixe cette horloge qui était assez marquante dans ce lieu, qui avait un côté complètement casino et jeu à côté de l'ambiance du lieu qui était pas très joyeuse et qui finalement n'était pas très fonctionnelle selon les soignants et qui pourtant est assez onéreuse et qu'on retrouve dans nombre de maisons de retraite visiblement. Et donc c'est un plan fixe pendant 4 heures qui est diffusé en temps réel pendant les heures d'ouverture de l'exposition. Je l'ai faite spécialement pour une exposition, c'était au FRAC Alsace, c'était une exposition sur l'entropie. Et donc ce travail, cette vidéo montre des allers-retours, des schémas de déplacement très protocolaires et très artificiels liés au lieu et liés à cette organisation artificielle de la vie quotidienne en fait. Et donc, les couleurs changent au fur et à mesure, les zones matin, après-midi, soir, nuit s'allument au fur et à mesure que la journée passe. C'est une horloge assez interactive. Donc ça, c'est d'autres photos de ce travail que j'ai fait pendant le mois le mois passé dans cette EHPAD.
j'ai été invitée à leur carnaval. Donc c'est des photos de vie quotidienne, je dirais. Quelques photos de... Voilà, c'est un travail avec une personnalité du lieu qui était une dame qui cousait de manière très, très effrénée et très répétée. Toujours le même tablier avec toutes les chutes de tissu qu'on pouvait lui apporter. Donc j'ai un témoignage aussi sonore qui accompagne ces photos. Et quelques photos des ateliers réminiscence aussi, dont je vous parlais en début de présentation de ce travail. Donc le travail suivant, celui-ci, c'est Mécal, hein, qui est sur l'affiche d'ailleurs, qui a été choisi pour présenter la conférence. Donc ça, c'est un de mes projets de diplôme. Je sors tout doucement de l'école. On est en 2013, hein, voilà, qui est un travail sur... j'ai consacré toute ma dernière partie d'études sur... plutôt à la servitude volontaire et au corps contraint. Quelque part, je sors du corps stigmatisé, des apparences altérées, mais je m'intéresse plus aux attitudes quotidiennes, aux habitudes et à la contrainte qu'on peut y trouver. Et donc ça, c'est une série de cales qui fonctionne un peu comme un jeu d'osselets, sans suivre la règle, car la règle est différente. Et donc c'est 9 objets qui sont moulés à même le corps, et ce sont des fontes qui sont réalisées en aluminium. D'abord, c'est des cires, et donc c'est la technique du casting qui a été utilisée pour les réaliser. Et donc elles se mettent en place au fur et à mesure que le performeur, parce que c'est une pièce que je montre avec un performeur, donc c'est une performance. Donc au fur et à mesure de la performance, les pièces viennent prendre place sur le corps pour atteindre une posture finale qui est un peu une posture qu'on pourrait imaginer avec une camisole. Une camisole invisible, parce que les pièces disparaissent complètement de la surface du corps. Donc là, l'idée, c'était vraiment de sculpter le corps aussi et d'oublier un peu la présence visuelle des objets qui viennent le sculpter. Ça, c'est une autre pièce que j'ai réalisée peu de temps après, donc, qui s'appelle Oppression silencieuse. Donc, c'est un ballon de basket qui est un ballon standard qui a été entouré, il n'a pas été entouré, je l'ai dégonflé pour le regonfler à l'intérieur d'une cage qui reprend ces lignes de force en fait. Et donc il est mis sous pression à l'intérieur. Il est resté longtemps sans titre, cette pièce est restée longtemps sans titre. Elle a été assez spontanée et intuitive dans mon travail cette année-là. Et elle devrait... voilà, j'aimerais continuer à travailler dessus prochainement. Donc c'est un travail qui revient tout doucement. Donc ça, c'était des dessins de projet que j'hésitais à laisser d'ailleurs, qui sont... voilà, c'est un objet de performance qui aurait été plutôt... en matière textile, hein, et qui aurait qui repartait de ce même patron du ballon lié voilà, je ne l'ai pas précisé, mais bon, au sport, à la pratique du sport et notamment à la pratique du sport intensive. Donc ça, c'est deux autres pièces qui fonctionnent ensemble. C'est donc deux sculptures ou deux assises auxquelles je suis venue transformer. Donc il y en a une qui a reçu un accoudoir et la seconde qui a eu un pied transformé. Donc je les ai appelées tuteurs parce que c'était une interprétation des postures qu'on peut prendre quand on est assis sur une chaise, la manière de venir enrouler ses membres de manière nerveuse autour d'un accoudoir ou d'un pied de chaise. Et donc là, l'idée, c'était d'inviter l'utilisateur à effectuer ce geste, cette habitude qu'on oublierait presque, dont on oublierait l'existence quand on le fait.
Donc j'ai été voir des artisans pour cintrer ces tubes qui avaient une forme très particulière et donc qui nécessitait un outillage particulier, même si ça a été fait de manière très artisanale. À 6 mains, du coup. Ça, c'est une pièce qui s'appelle Les Yeux d'Arsène, et qui est plus récente, qui date de 2015, et qui est une broche. On revient au bijou, tout doucement. Donc, c'est un objet que j'ai réalisé pour une exposition qui s'appelait Argent Arsenic et qui avait lieu dans une mine d'argent à Sainte-Marie-aux-Mines, en Alsace, dans laquelle trouvait place un certain nombre de bijoutiers contemporains issus de la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg, anciens étudiants. Et donc, cette pièce est composée de deux globes oculaires ou deux gousses d'ail, si on les regarde de profil, qui sont en argent et qui sont enduites de billes rétro-réfléchissantes, parce qu'en fait l'exposition se visitait à la lampe frontale, parce que c'est sous terre. Donc il y a une petite photo, je vous la montrerai tout à l'heure, où on la voit en situation. Et donc simplement quand au XVIe siècle on venait faire des explosions pour creuser ces galeries dans les mines d'argent, quand il y avait une odeur d'ail qui se dégageait, c'est qu'il y avait de l'arsenic et de l'argent à proximité visiblement. Donc c'était un peu un hommage à cette histoire, cette anecdote que j'avais pu trouver dans un ouvrage qui datait d'il y a très longtemps, peut-être pas du XVIe, mais plus tard, qui venait de Sainte-Marie-aux-Mines, avec des récits de mineurs. Là, c'est une autre pièce qui s'appelle Noyade. Donc, c'est un collier ou alors un objet de noyade. Je le nomme collier, mais je le nomme aussi objet de main ou objet de noyade. Donc, qui se place autour du cou ou qui vient prendre place entre les mains, voilà, comme ceci, en passant un doigt dans chaque anneau de part et d'autre de l'objet. Donc, il est composé d'une pierre qui a été sculptée, du basalte. Et de part et d'autre, ce sont deux fontes de bronze donc, qui sont faites avec la technique du casting. Donc la pierre a été trempée dans de la cire chaude pour créer des différentes strates et simuler quelques strates qui pourraient être, par exemple, un coquillage ou une autre espèce marine qui aurait pris place sur cette roche au fur et à mesure du temps qu'elle aurait passé dans la mer. Et donc la forme rappelle un peu la forme d'une bouée, mais qui ne vient pas flotter. Donc les pièces en bronze sont patinées, elles ne sont pas noires d'origine. Donc ça, c'est une version un peu plus récente avec du marbre blanc qui vient d'Italie. Ça, c'est une pièce que j'ai réalisée plus récemment en Corée du Sud, quand j'y suis allée pour le travail dont je vous parlais tout à l'heure sur la chirurgie esthétique, mais qui est une pièce que j'ai réalisée de manière un peu spontanée en voyant ces systèmes de présentation de coudes métalliques dans une petite échoppe de bricoleurs dans un quartier de métallier. Et simplement, c'était assez évident, ce principe d'implication des pièces les unes dans les autres était assez frappant. Donc j'ai réalisé cette tresse. Et donc la Corée du Sud, j'y suis allée, comme je vous le disais, pour travailler sur ce phénomène de la chirurgie esthétique. Il faut savoir que c'est pas le premier pays, mais c'est le 3e pays, selon les dernières études, qui effectue le plus de chirurgie esthétique, et notamment de chirurgie esthétique faciale.
Voilà, donc en moyenne, selon les dernières informations que j'ai pu recevoir d'associations de chirurgiens sur l'année 2015, à peu près une personne sur 5 visiblement se ferait refaire une partie du visage, du moins, si ce n'est pas le corps, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de propositions sur de la chirurgie esthétique du corps en général. Donc c'est une pratique qui a été pour moi assez intrigante. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à rédiger ce projet de résidence qui m'a permis d'y aller pendant 3 mois pour la première fois. Enfin voilà, pendant ma première période, disons. Et donc voilà, qui remonterait, hein, selon mon enquête, au lendemain de la guerre, en fait, quand les chirurgiens américains sont venus pour aider à réparer les gueules cassées de la guerre de Corée, dans les années 50, 60, pour donner un coup de main. Et ils ont commencé à enseigner un peu la pratique de la chirurgie esthétique là-bas, et notamment le dédoublement des paupières, qui est une des opérations les plus utilisées, disons, et qui consiste à venir recréer un pli au milieu de la paupière qui n'est pas nécessairement présent sur les paupières des personnes asiatiques. Donc il y aurait une volonté de ressembler dans les motivations un peu à un visage caucasien, mais aussi finalement il y aurait une petite attirance quand même. Enfin, selon les dires, hein, je ne veux pas prendre la parole, hein, à la place des personnes qui mènent les enquêtes, hein, mais voilà, on pourrait imaginer qu'il y aurait des inspirations un peu d'imaginaire manga aussi, et tout de même une volonté de rester proche conserver des traits asiatiques, et notamment coréens. Donc pourquoi la Corée? Parce que selon ce que j'ai pu entendre avant d'y aller, c'était l'Eldorado. Je pouvais y trouver plein d'informations, et puis certainement plein de patients, ce qui m'intéressait, parce que moi je voulais rencontrer des gens. Comme dans mes anciennes expériences, j'aime beaucoup travailler avec le public concerné, échanger, recueillir des témoignages et éventuellement collaborer dans le meilleur, dans les meilleurs des cas. Et voilà, donc on en est aujourd'hui à une époque où les parents offrent aux enfants des opérations après leurs études pour pouvoir avoir un meilleur avenir professionnel, sentimental aussi, trouver un conjoint ou une conjointe. Les hommes aussi sont concernés, et pour réussir professionnellement, socialement. Donc c'est une motivation assez folle de vouloir changer les traits de son visage et quelque part son identité, parce qu'en changeant les traits que nous ont donnés nos ancêtres, on change un peu notre lignée, et c'est ce qui a été assez frappant pour moi, notamment dans un pays qui suit un peu les dires du confucianisme, et qui prône le respect du corps que nous a donné nos ancêtres. Donc je suis arrivée en Corée en mai 2015, la première fois, et donc je suis tombée j'étais en pleine campagne pour commencer. J'étais à 40 km de Séoul. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai directement souhaité aller dans le quartier de Gangnam, qui est le quartier qui regroupe la majorité des cliniques de chirurgie esthétique. Et voilà, le quartier des affaires, the place to be. Et donc j'ai été très rapidement frappée par la quantité d'affiches publicitaires qu'on pouvait y trouver, hein, et la quantité de cliniques qui étaient regroupées. Je ne saurais pas donner le nombre, et je ne voudrais pas me tromper non plus de cliniques qu'il y a dans ce quartier, mais ça a été quelque chose d'assez frappant directement. Et aussi,
tout l'équipement de la ville et tout l'équipement. Enfin, tout est lié un peu à l'apparence. Enfin, dans le métro, on retrouve ce type de miroir énorme dans lequel on est amené à se regarder, même si on n'en a pas envie, voilà, à chaque sortie de métro, par exemple. Donc j'ai été assez frappée par toutes les surfaces miroitantes qu'on pouvait trouver et qui forçaient à se regarder et à avoir un regard critique sur soi. Donc ça, c'est des photos que j'ai réalisées sur place, donc dans les métros. Donc je les ai appelés les checkpoints, parce que c'est vraiment l'endroit où on vient vérifier son apparence avant et après avoir fait notre trajet en métro. Donc ça, c'est une publicité qui utilise le miroir dans le métro, encore une fois, qui demande, voilà, qui demanderait est-ce que, à la personne qui se trouve en face, à l'utilisateur, est-ce que vous êtes d'accord avec vos paupières ou vos poches sous les yeux, je ne sais plus exactement, est-ce que vous êtes d'accord avec vous-même? C'est une publicité qui a été très frappante pour moi et qui a donné suite à une performance dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc voilà, et puis j'ai été aussi frappée encore une fois, de manière assez folle par l'utilisation des miroirs de main, enfin les miroirs de poche pendant des heures, on peut se retrouver à côté d'une personne qui est en train de se regarder sans qu'il y ait de gêne, alors que c'est quelque chose qui peut être gênant dans notre culture à nous. Ça a donné lieu à une petite vidéo où il y a une personne qui passe devant la caméra avec son t-shirt Think Different, qui était assez rigolote. Et donc en parlant aussi avec les personnes que j'ai pu rencontrer sur place, que ce soit mes interprètes, mes collègues artistes qui étaient avec moi en résidence, ou les curateurs que j'ai pu rencontrer, ou évidemment les chirurgiens, parce que j'ai cherché à rentrer en contact avec des cliniques pour rencontrer des patients, ce qui a été une grande partie du travail. On m'a parlé du Gangnam Goemel, qui est le monstre de Gangnam, et qui est un mot qui sert à qualifier les personnes qui usent de manière excessive de la chirurgie esthétique et qui peuvent se transformer en monstre, qui est la signification du terme Goemel, donc le monstre de Gangnam. Et donc j'ai réalisé cet objet qui s'appelle Médusa, qui est un moulage d'un poulpe. Le poulpe est un aliment que tous les Coréens adorent manger, encore vivant. Ce que je n'ai pas fait, parce que je n'ai pas osé. Mais c'est assez impressionnant. Et puis on voit des petits poulpes dans toute la ville, dans tous les aquariums, qui se trouvent dans toutes les poissonneries. Et c'était pour moi un peu des petits monstres qui se trouvaient là partout. Et j'ai fait un lien avec Médusa et le mythe de Médusa, qui est un monstre finalement et qui ne peut pas se regarder dans un miroir, sous peine d'être pétrifié. Et donc j'ai réalisé ce moulage qui est poli sur une tranche comme les miroirs traditionnels asiatiques qui sont réalisés en bronze à la base. C'est un miroir que j'ai réalisé en laiton et qui offre par la posture qu'ont pris les tentacules, une poignée et donc une prise en main aisée aussi. Donc ça, c'était à la sortie de la fonte. Donc ça, c'était le petit mode d'emploi que je m'étais préparé pour aller chez le poissonnier de mon village quand j'ai décidé d'aller mouler le poulpe. Donc je continue ensuite ma recherche de surfaces miroitantes dans la ville. On avait pas mal. Et puis finalement, quand je rentrais chez moi le soir, je voyais tout le temps ces champs de riz, ces rizières, et c'était en fait des miroirs géants. Donc j'ai une petite série de ces images qui reflètent un peu l'ambiance du lieu de vie quotidien dans lequel je me trouvais, mais qui entrait complètement en résonance avec ce que je pouvais constater quand j'allais en ville.
Les stations de métro sont pleines de publicités, je vous en parlais tout à l'heure. Nous en voici quelques-unes qui ont toute la particularité d'utiliser des images de personnes avant et après leurs opérations de chirurgie esthétique. Et donc qui utilisent des patients et de manière un peu abusive, ce qui est quelque chose qui n'existe plus depuis 2016. Donc ça, je n'étais pas au courant tout de suite. C'est une des cliniques qui m'a mise au courant très rapidement quand j'ai commencé mes enquêtes. Et donc, je vous montrerai à la fin du diaporama les publicités et les nouvelles campagnes depuis 2016 qui sont assez surprenantes. J'ai mis quelques images de cliniques pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de la présence dans le quartier de Gangnam de l'ensemble des cliniques que j'ai pu visiter, parce que je les ai presque toutes faites pour leur présenter mon projet de recherche et pour essayer de rentrer en contact avec des patients, parce que mon idée était de travailler avec des patients directement et de faire des empreintes de leur visage. Donc elles sont un peu partout, des fois plusieurs les unes au-dessus des autres, des cliniques privées ou alors des gros groupes. Avec les portraits des chirurgiens, souvent dans les entrées qui sont très... il y a beaucoup de gloire et de luxe derrière tout ça. Donc là, j'étais à ma première consultation, parce que quand j'arrivais pas à rencontrer les chirurgiens et avoir un entretien avec eux, j'allais faire des fausses consultations. Et donc ça, c'est le cadre typique devant lequel on peut se trouver, donc avec toujours ce miroir très, 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 très décoré, le squelette, le visage qui va permettre de montrer aux patients les différentes zones sur lesquelles on vient intervenir. Le serre-tête qui sert à repousser les cheveux pour qu'on puisse voir correctement le visage se dégager, et puis un catalogue de modèles, évidemment. Donc ça, c'est un échange avec une clinique qui me renvoyait des photos simulées après m'avoir raboté les mâchoires. Donc c'est une opération de réduction des mâchoires. Donc c'était la seule opération que le chirurgien me conseillait. Là, je me suis rendue dans la clinique du film que peut-être certains d'entre vous ont vu, de Kim Ki-duk, dont je ne vais plus me souvenir du nom, qui est Time, qui est un film qui date de 2006, que je vous conseille de regarder, très, très bien filmé. Et donc j'ai rencontré un très jeune chirurgien qui m'a donné, qui a accepté que je l'interviewe et qui m'a accordé un temps très, très honnête et un échange sur sa pratique et sur sa vision des choses par rapport à son choix aussi de vie professionnelle et son regard sur la pratique de la chirurgie esthétique de nos jours et l'ampleur qu'elle prenait. Je vous montre juste cette photo d'un menu de prix. On pourra discuter des prix tout à l'heure si vous voulez. C'est assez variable en fonction des cliniques, des groupes et des lieux dans lesquels elles se situent. Donc en faisant toutes mes petites pérégrinations dans les cliniques, j'ai collecté un certain nombre de flyers qui a donné... j'en ai fait une installation qui regroupe beaucoup d'images avant-après qu'on ne voit plus trop de nos jours. Donc j'en ai des nouveaux que j'ai collectés à ma dernière sortie, à mon dernier voyage. Ça, c'est une installation que j'ai faite à partir d'un miroir de mesure, qui est un miroir qui sert à rassurer plutôt qu'à conseiller les patients qui viennent se rendre dans une clinique sans but précis,
enfin patient ou client, ça dépend des chirurgiens, les deux termes sont utilisés. Et donc l'idée est vraiment de venir vérifier la symétrie du corps, enfin du visage du moins. Donc voilà, j'en ai fait une installation qui s'appelle Consultation et qui invite le visiteur à venir vérifier la symétrie de son visage. Et donc c'est un masque qui m'a été donné aussi par un chirurgien pendant un entretien. Comme j'avais des difficultés à rencontrer une clinique qui voulait collaborer avec moi, j'ai commencé à faire des street requests où je me suis amusée à venir placarder des affiches qui parlaient de mon projet et de la volonté de travailler avec des patients pour venir mouler leur visage. Je ne leur dévoilais pas tout sur l'affiche parce que j'avais peur de leur réaction, mais disons que je cherchais des témoignages. C'était surtout ça ma demande. Et en haut, donc, il y avait marqué « J'ai besoin de vous ». Je ne sais plus comment on le dit en coréen parce que je ne parle pas coréen. Et donc j'ai commencé à en placarder un peu partout dans les quartiers qui étaient fréquentés par la population qui pouvait être intéressée par la chirurgie esthétique. Donc le quartier de Gangnam, mais aussi les quartiers des universités. Donc, rapidement, j'avais ciblé deux gros pôles. Donc voilà, là c'est le quartier de, je ne sais pas si certains connaissent un petit peu, mais de Hongik University, qui est un quartier très jeune avec des universités notamment d'art, et voilà le quartier de Gangnam juste là. Et donc finalement, au bout d'1 mois, j'ai réussi à trouver une clinique qui était d'accord pour collaborer avec moi, et donc je lui ai proposé mon projet qui était de mouler des patients avant et après leur opération pour pouvoir obtenir donc 2 empreintes et venir reproduire la zone du corps, la partie du corps qui a été ôtée pendant cette opération, ou ajoutée, mais le retrait m'intéresse plus que l'ajout, parce que c'est un abandon d'une partie de son corps et un abandon d'une partie de son identité quelque part. Et donc ces moulages, j'en fais des objets qui sont des objets de mémoire, que je nomme Memory Object, et donc qui sont des objets que je fais en cire, que je reproduis en métal ensuite par la technique de la fantastique perdue, du casting, et qui deviennent portables. Donc voilà, j'ai mis au point un dispositif qui permette de venir les sertir voilà, de manière amovible. Donc c'est un caoutchouc et une pièce qui est faite à partir d'un fil de laiton, celle-ci. Et donc cette première patiente, qui est Jung-Ju Ah, qui est une patiente qui ne parle pas du tout coréen, avec qui je suis toujours en contact, pas du tout anglais, pardon, donc avec qui je suis toujours en contact, mais difficilement. Je ne l'ai pas encore revue, mais donc elle attend ces objets, parce que c'est des objets que je remets à la patiente. Donc j'en fais 3 exemplaires, un exemplaire pour la clinique, un exemplaire pour la patiente et un exemplaire d'artiste. Et donc, depuis que je suis revenue de Corée fin de l'été 2015, fin août 2015, je continue à rester en contact avec la clinique et je cherche à avoir des nouveaux patients. Et donc, puis je demande aussi quelques financements. Donc j'ai eu une aide entre autres de l'Institut français et j'ai pu repartir en automne dernier. Et donc j'ai pu constater entre autres l'évolution des affiches publicitaires dans la rue qui m'intéressaient et leur nouvel système marketing, disons, et plutôt approche marketing. Et donc j'ai rencontré 2 nouvelles patientes et j'espère en rencontrer plus lors de ma prochaine visite qui sera durant l'été 2017. Donc c'est la pièce fermée, je ne vous l'ai pas montrée, pardon. J'ai oublié de parler de cette pièce. Donc c'est un autoportrait que j'ai réalisé, c'est de la sérigraphie sur cuir. C'est un portrait qui vient d'un logiciel de simulation de chirurgie esthétique, de modélisation, qui s'appelle Chrysalix, qui est développé par les Suisses, mais qui est utilisé en Corée du Sud.
et voilà, et qui donne ces visages fantomatiques qui se dédoublent, et ça m'intéressait par rapport au trouble de l'identité qui était frappant pour moi dans la chirurgie esthétique. Ça, c'est une performance que j'ai faite en partant. J'ai oublié de parler de certaines pièces, je pensais que j'étais presque au bout, mais non. Donc c'est une performance que j'ai faite qui s'appelle Are You OK? C'est celle dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous ai montré la publicité avec le miroir qui était intégré sur une colonne. Et donc la phrase d'accroche qui est sur la banderole que je porte, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec vous-même? Et de l'autre côté, il y a marqué Small Face, qui est l'archétype de la beauté en Corée, c'est le petit visage. C'est un peu ce vers quoi on veut tendre, la société et puis les chirurgiens et puis les personnes qui la pratiquent du moins. Et donc j'ai choisi de porter cette banderole et d'imprimer un certain nombre que je laisse dans la rue, que je répands au fur et à mesure de mes passages, parce que j'ai marché pendant une après-midi, un samedi après-midi, dans le quartier de Gangnam, avec ce vêtement et ces banderoles. Et donc c'est un objet qui est utilisé comme vraiment une marque informative, je dirais, comme un badge pour signaler sa présence, pour signaler son nom et son statut. On peut trouver des personnes qui sont là, des bénévoles qui aident dans les gares avec ce type de banderole. Il n'y a pas ce côté, cette dimension, ça ne connote pas nécessairement le concours de beauté comme ça peut le connoter dans notre imaginaire. Donc pour moi, il y avait cette double connotation qui était assez intéressante et dont j'ai voulu en jouer. Et donc j'ai utilisé ce type de support qui était très accessible, qu'on pouvait trouver très facilement sur les sites d'imprimerie. Donc voilà, donc je l'ai porté de manière assez angélique et je l'ai répandu dans la ville. Donc les réactions étaient assez éteintes, c'était des regards plutôt que des interpellations, c'était un dialogue non verbal. Je marchais et je regardais juste les personnes dans la rue. Et le vêtement, c'est un vêtement qui reprend un peu des coupes de manière stylisée de vêtements de chirurgien et qui est fait à partir d'une soie aussi traditionnelle. Donc ça, c'est l'installation quand je la présente avec la vidéo et le vêtement qui est posé sur un portant traditionnel avec des matériaux plus contemporains. Je vous montre rapidement quelques affiches que j'ai pu collecter là en y retournant. Donc on n'a plus d'avant-après, c'est uniquement des personnes seules, très peu, enfin il y en a encore un petit peu, mais avec en majorité, j'ai fait traduire, mais j'ai pas tout, enfin c'est des choses qui sont assez fraîches encore, mais des appels à venir pratiquer et à être aussi belles. Des liens entre la mère et la fille, ça c'est deux personnes qu'on voyait déjà sur des affiches en 2015. Qui pose la question de la différence d'âge, parce que souvent, ça arrive que la mère vienne avec la fille. Des chirurgiens qui posent seuls aussi. De plus en plus, du coup, de publicité aussi pour des agences matrimoniales, parce que c'est important. Du coup, certaines cliniques ont moins d'affiches, mais il y a des agences matrimoniales qui ont pris le dessus. Des agences de rencontres. Et surtout des nouvelles stratégies de la Jewelry Plastic Surgery, qui est une clinique vers laquelle je me suis directement tournée en arrivant, qui utilise des classiques de la peinture, qui place la femme, le corps de la femme de manière assez emblématique dans l'image. Et voilà, donc on a celle-ci. Avec à la place de l'arme le sac de shopping, à la place du drapeau français de la Révolution, le drapeau de la clinique. La naissance de Vénus aussi. Et puis vous remarquerez que là, les personnes qui se trouvent en bas
de la peinture originale, qui sont, enfin, sur la partie inférieure, ont été gommées par la bannière. C'est la révolution et c'est la femme qui a... Il y a beaucoup d'images de femmes alors que les hommes pratiquent aussi. Et la dernière, donc, c'était la jeune fille à la perle, qui était une publicité utilisée de manière simultanée par le World Jewelry Museum pour une exposition au même moment. Donc il y avait les deux affiches dans la ville au même moment, ce qui était assez perturbant. Donc avec le logo de la clinique qui est bien à la place de la perle. Et un visage du coup qui a été adapté évidemment aux circonstances. Et donc ça, je vous montre rapidement mes dernières prises, donc et un peu l'ambiance de la clinique de mon dernier voyage. Donc ça, c'est Yoon Jun, qui est une jeune fille de 22 ans qui a subi une opération des mâchoires et des pommettes sans le dire à toute sa famille. On a commencé à lier un peu une relation presque amicale, parce elle parlait très très bien anglais, et donc on a commencé à se fréquenter, et elle avait un regard très juste. J'ai un très bel interview d'elle après qu'on ait qu'on ait fait le moulage. Donc ça, c'est dans la salle de consultation dans laquelle je fais mes moulages, que la clinique me prête quand j'y vais. Donc je fais des moulages de manière traditionnelle avec du silicone, d'abord à l'alginate, et maintenant je travaille avec du silicone qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Et la deuxième patiente que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est l'assistant du chirurgien, qui se faisait juste faire une injection cette fois, donc j'ai assisté à l'injection aussi directement. Donc le docteur No qui m'accueille dans sa clinique, qui est la NGH Plastic Surgery clinique de Séoul. Avec toujours le miroir présent pour vérifier et ajuster si nécessaire. Et donc à partir depuis l'automne, je travaille aussi avec des scans 3D, ce qui me permet de récupérer les empreintes de manière numérique. Et donc la suite, ce sera en juillet prochain. Et je vous remercie. Je pense qu'il y a un micro s'il y a des questions. Il faut toujours un petit peu de temps, je pense, pour digérer les travaux que vous avez vus. Je peux vous dire aussi, je connaissais des parties, mais pas l'ensemble, donc je suis assez surpris, positivement épaté de cette implication qu'elle a dans un pays étranger, mais aussi sur des questions qui nous semblent beaucoup plus étrangères, et la sensibilité de l'objet que j'ai toujours vu, mais que j'avais que entrevu la manière qu'elle était faite. Donc je pense que j'étais peut-être plus encore surpris que vous. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, surtout quand l'atelier bijoux invite quelqu'un comme ça qui n'est absolument pas du tout dans les questions que nous évoquons dans l'atelier, et qui sont pour moi la suite. Du coup, vous travaillez vraiment par étude de cas, un peu comme une sociologue, je trouve. Et est-ce que vous trouvez que ce phénomène-là, c'est un peu comme une gangrène qui se répand et qui est complètement dans ce pays-là, ou qui peut aussi se répandre du coup alentour, ou c'est vraiment très spécifique au pays? Oui, alors effectivement, je travaille un peu avec des
des études de cas, on va dire ça comme ça. Enfin, et je ne l'ai pas reprécisé, mais peut-être que je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais j'ai vraiment besoin d'avoir un dialogue avec les sujets que j'étudie en fait, et un échange et éventuellement de collaborer avec eux dans le meilleur des cas. Et concernant la chirurgie esthétique en Corée du Sud, elle est très développée là-bas pour les Coréens qui sont très discrets par rapport à leur attitude quand ils se font opérer, à la manière dont ils se montrent en sortant de la clinique, ce qu'on peut en voir dans le film que j'ai fait, enfin dans la performance qui dure 15 minutes, on voit des personnes qui circulent avec des bandages, donc ils sont assez discrets. Mais il y a énormément de touristes, il y a du tourisme médical, et notamment des Chinois. Donc les Japonais, apparemment, sont aussi très spécialisés dans ce type de pratique. J'y suis allée, mais de manière de manière moins professionnelle. Donc j'ai moins pu constater, enfin j'ai pas mené mon enquête concrètement au Japon. Mais en tout cas, les Japonais viennent aussi en Corée, les Chinois, je crois, peut-être que les Philippines sont touchées, mais voilà, en Asie du moins, et je suis du coup aussi inscrite sur des forums qui me permettaient à l'époque d'essayer de rentrer en contact avec des patients, et donc il y a des Canadiens qui viennent aussi, et certains Américains qui viennent peut-être pour bénéficier de tarifs préférentiels, puisque les tarifs seraient plus bas qu'aux États-Unis. Et donc, oui, alors est-ce que c'est une gangrène? Vous voyez que là, la dernière réforme qui a eu lieu concernant les affiches publicitaires, elle vise quand même à rendre le phénomène un peu plus... un peu moins fantastique, parce qu'il y avait du mensonge dans les images qu'on montrait aux futurs consommateurs. C'est-à-dire qu'il y avait des transformations qui étaient vraiment exagérées. Et donc là, il y a une volonté très certainement de faire tourner l'économie, oui, parce qu'il faut, mais aussi de rendre la chose un peu plus humaine, peut-être. Et donc il y a toujours cette télé-réalité qui s'appelle Let Me In, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui est une émission de télé-réalité sur la chirurgie esthétique et qui pourrait gangréner encore plus ce phénomène. Mais bon, c'est quelque chose... c'est quand même... il y a urgence, je pense. Il y a urgence et puis il faut en parler. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie d'intervenir et que ces objets, ils sont plutôt bien accueillis autant par les patients que la clinique dans laquelle je travaille pour le moment. Et j'aimerais bien essayer de répandre un peu ça. Enfin, là, avec mon projet, j'essaye de faire juste une série pour le moment d'objets et de répertorier les différents types d'opérations. Oui. Du coup, c'est des objets qui sont un peu de l'ordre du constat aussi. Enfin, vous rentrez dans une sorte de constat sans froisser ni les uns ni les autres. Tout à fait, oui. Ouais. Je me positionne jamais... je peux donner mon avis quand je trouve que c'est exagéré, mais je ne vais jamais à l'encontre de cette pratique non plus. Ouais. Et oui, c'est des objets de constat. C'est comme on pourrait voir des photos avant-après. Là, j'essaye de rendre palpable l'avant-après, en fait. D'accord. Et j'ai une dernière question après. Mais du coup, pour moi, là, cette façon de remodeler son visage, après c'est peut-être aussi le corps, mais c'est un peu tendre à redevenir une petite fille, en tout cas parce que là, il y a surtout des exemples de femmes. Est-ce que du coup, pour les hommes, ils tendent aussi à redevenir des petits garçons, ou est-ce qu'au contraire, ils vont forcir le nez ou les mâchoires ou... Non, oui, je pense qu'il y a cette envie de revenir à... Oui, c'est marrant, petit enfant, parce qu'il y a une opération qui consiste à injecter de la graisse sous les yeux et qui donne vraiment un regard de petit enfant. On le compare souvent à un enfant qui vient de se réveiller, le visage que ça procure, que ça donne. Et les hommes, c'est une des opérations qu'ils adorent, se mettre un peu de graisse sous les yeux, parce que ça donne un petit regard attendrissant. Je ne sais pas quelles sont les motivations réelles. J'ai rencontré un homme dans mon travail et malheureusement je l'ai perdu en cours de route suite à une mésentente. Voilà. Mais j'espère en rencontrer d'autres. En tout cas, ils en font de plus en plus.
Et par rapport aussi, juste par rapport à la volonté de devenir une petite fille, enfin là je vous parlais de la... Enfin, vous avez vu l'affiche là où il y a la mère et la fille qui sont ensemble. Et ben, enfin je ne sais plus où elle est, mais peu importe. Il y a une volonté aussi quand la mère vient avec la fille, presque de prendre la fille comme modèle. Enfin, voilà, la fille a hérité des traits de la mère, mais la mère veut reprendre les traits de la fille. Enfin, il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui se passe à ce niveau-là aussi. Bonjour. Vous avez fait un vrai travail d'immersion. Vous avez fait des... Je ne sais pas si on m'entend bien, je m'entends en écho. Vous avez fait des fausses consultations. Et j'aimerais savoir ce que vous avez appris en faisant ces fausses consultations et comment vous avez rendu compte de cette immersion dans les cliniques. Alors, le travail, ce que j'ai appris qu'une consultation pour un client étranger en présence d'un traducteur de la clinique, ça durait 1 heure top chrono, montre en main. Et qu'il y avait un peu un protocole similaire. Dans chaque clinique, on va cibler le besoin, on va montrer des exemples. Enfin, c'est un protocole de présentation, de travail finalement, parler du budget et voilà, des possibilités. Enfin, c'était surtout sur ce protocole de faire finalement. La disposition de la salle de consultation aussi, qui est assez intéressante. Et comment j'en témoigne, j'enregistre mes consultations illégalement et j'en rends compte sous forme de, voilà, comme la fausse consultation que je vous ai montré, hein, avec des échanges, des échanges de la clinique. Certaines cliniques sont équipées de scanners et proposent des modélisations virtuelles des nouveaux visages, mais toutes ne le sont pas. Et d'ailleurs, je travaille pour que la clinique avec laquelle je travaille puisse s'équiper afin qu'ils puissent m'envoyer des modélisations à distance dans le futur. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement aux questions. En partie, et j'aimerais savoir, ça ne doit pas être un peu perturbant de rentrer dans cet espace et qu'on nous dise finalement tout ce qui ne va pas physiquement chez nous. Voilà, sous quel droit on nous dit ton nez va pas, tes pommettes vont pas. Est-ce que c'est pas un peu perturbant finalement de... Ah si, totalement. Enfin, après moi, j'y allais pas. La première fois que ça m'a surpris, c'est quand j'ai essayé une machine qui n'est pas là, qui est un scan comme ça, qui vient prendre, c'est un bras articulé avec une caméra qui vient photographier sous différents angles et donc générer une image virtuelle de soi. Et donc c'est une hôtesse qui m'a permis d'essayer cette machine au Gangnam Medical Center, qui est le centre qui regroupe un peu, qui accueille les clients étrangers qui veulent venir faire de la chirurgie esthétique à Gangnam et qui redispatche sur les différentes cliniques. Et donc qui a aussi à disposition un certain nombre d'appareillages ou de produits. Et donc directement, elle a vérifié avec ses curseurs la symétrie de mon visage et naturellement, elle a été retoucher mes mâchoires qui sont très angulaires et qui ne sont pas admises dans l'idéal type en Corée. Voilà, j'ai noté certaines asymétries que j'avais jamais pu noter. Hein. Et donc, effectivement, oui, c'est un peu perturbant. Mais après, moi, j'étais pas là pour... je me mets dans le protocole parce que je suis là et je travaille aussi avec mon corps, finalement. Mais ici, il y a quelque chose de bizarre, de se dire, oui, d'étrange. Pourquoi on vient... Pourquoi on me dit que je suis pas dans la norme, mais personne ne l'est, hein, finalement. Voilà, donc il faut... derrière tout ça, il y a du business, surtout. Merci. Bonsoir. Je voulais juste savoir si le travail d'immersion que vous avez effectué en Corée vous a donné envie de faire peut-être la même chose dans d'autres pays, je pense notamment à la France par exemple, vu que peut-être c'est plus facile à ce moment-là de dialoguer, de poser des questions aux anciens patients et de comparer les deux situations qui doivent être vraiment très, très différentes, pour dire complètement opposées. Est-ce que vous avez déjà pensé, parce que vous avez déjà commencé à contacter peut-être des cliniques en Europe Voilà. Alors oui, mais pas en France.
Quand j'écris mes projets sur 10 ans, quand je planifie la suite du projet, j'aimerais plutôt aller aux États-Unis pour le lifting, au Brésil pour le corps, et puis en Thaïlande pour le changement d'assignation sexuelle, par exemple. Voilà. C'est plutôt ces pays-là. En fait, je regarde aussi par rapport aux statistiques quels sont les pays les plus touchés et dans quel pays il y a le plus de pourcentage de personnes qui pratiquent. Et il faut que ce soit suffisamment démocratisé pour que je puisse avoir accès facilement à des échantillons de population, je dirais. Parce que c'est compliqué, oui. Mais la France, pourquoi pas. En ce moment, je corresponds avec une anthropologue mexicaine, vous voyez, qui fait son étude en France. Donc, Oui, et je pense que le Brésil a des spécificités en plus, comme les États-Unis. C'est des manières très particulières à aborder le changement du corps féminin. Hein, j'ai une amie qui est au Brésil, et il a raconté quelles parties sont à la mode en ce moment. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup moins typé, j'ai l'impression, en Europe. On est beaucoup. C'est plus discret, oui. Oui, c'est plus discret. Vous avez une question? Mais faites pas la chichi. Oui. Mais pourquoi pas en France, il faudrait que je le fasse, hein, ça peut être intéressant. Bonjour, je voulais juste savoir si du coup vous aviez observé une contre-culture par rapport à ça. Est-ce que certains artistes utilisent cette sorte de conformité pour en jouer et pour créer d'autres choses? Alors, j'ai rencontré des personnes qui étaient réfractaires, hein, notamment dans le cercle de connaissances d'artistes que je me suis fait. Et alors, qui en jouent, oui, enfin, certaines, mais pas sur les mêmes. Oui, je dirais que sur d'autres, pas uniquement la chirurgie esthétique, mais sur l'apparence en général, que ce soit la coiffure, les cosmétiques, qui sont des parties aussi du culte du corps, enfin des pratiques du culte du corps qui sont aussi très répandues. Enfin, il y a énormément de boutiques qui vendent des tonnes d'objets qui aident à changer son apparence. Donc plus sur cette dimension-là. Et ouais, oui, de contre-culture. Et puis de la photo aussi, pas mal. Sur l'androgynie aussi, plutôt. J'avais une autre question aussi. Vous avez parlé de prix, mais vous n'avez pas vraiment évoqué les prix. Est-ce que ça impacte vraiment les familles? Est-ce que c'est démocratisé? Du coup, est-ce que ça devient banal? Ou au contraire, est-ce que ça nécessite un effort financier Oui, je comptais y revenir. Je sors ma liste de prix du coup mise à jour par l'association des chirurgiens, des plasticiens, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, ISAPS, International Society of Aesthetic Plastic Surgery, qui fait une veille tous les ans. Et donc les familles proposent en cadeau après leur bac, après 18 ans, après qu'ils commencent leurs études supérieures à leurs enfants, une opération. Donc ça, c'est un certain coût, mais c'est le même coût qu'un permis, qu'une voiture. En général, hein, ça reste des petites opérations qui ne vont jamais au-delà de 5 000 €. Une première opération qui est quand même chère. Enfin, ça doit être plus pour du facial contouring qui correspond à de la remodélisation des mâchoires, du menton, du nez, des pommettes, voire du front. Mais voilà, là je regardais les simples dédoublements des paupières, on peut commencer à 600 €. Donc ça c'est un petit cadeau, disons, qu'on peut faire, juste de se faire refaire faire les yeux. Et ça dure 15 minutes, hein, c'est moins long que d'aller chez le coiffeur. Donc c'est assez facile. Et puis après, en discutant avec ce garçon avec qui j'ai malheureusement perdu contact, qui lui était à sa 5e opération, je pense, et qui pratiquait aussi les injections qui viennent rétracter les muscles de la mâchoire pour éviter l'opération. Il me disait que chaque salaire en Corée, visiblement, comprenait une partie qui était allouée à l'entretien physique, à l'entretien corporel, et que
certaines personnes économiser cette partie pour pouvoir financer leurs opérations. Et après, il y a effectivement la télé-réalité, cette émission assez connue, Let Me In, qui permet d'offrir un relooking, pas un relooking, mais bon, un nouveau corps complet. Donc c'est un budget et ils arrivent à économiser pour le faire avec certains moyens. Oui, il y a d'autres questions. Personne n'a évoqué une artiste française ou a posé la question du positionnement de Orlan et vous, parce qu'il y a aussi quelque chose d'esthétique, mais vous faites finalement un objet de mémoire. Je pense que ça, c'est là où la part de la bijoutière qui intervient. Hein, vous faites ces objets de... On ne l'a pas assez vu, je trouve. L'objet, le pendentif, ou je ne sais pas comment tu l'appelles. Oui, un collier. Ce collier qui est finalement... Moi, ce qui m'épate le plus là-dedans, je revas son tout premier travail, et cette attelle pour le coup. Du coup, c'est ça que je trouve assez intéressante dans l'ensemble, ce retour vers des premières attelles, finalement une attelle, pour quelque chose qui est enlevé, qui n'existe plus. C'est là où il y a partie du bijou. Je pense que là, le passage aux arts décoratifs créer ces objets-là, quoi. Enfin, je ne sais pas si je m'ai bien expliqué, mais... Oui, toutes les questions finalement de comment on sertit un objet élégant, un objet précieux, comment je rends quelque chose ou donne une autre image entre orchidées, je ne sais pas, tout ce qu'on veut voir dedans, peut-être pas tous, mais... Il y a beaucoup d'images qui sortent de la forme de cet objet, hein, qui m'ont été transmises. Donc, il y a encore des questions ou pas? Donc déjà, moi, je trouve merci beaucoup pour toutes ces questions. Hein. Donc, merci d'être venus assez nombreux et avoir assisté aussi longtemps.